De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Francis Laloupo, journaliste spécialiste en géopolitique, et de nos éditorialistes Malika Cher et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. Le Sénégal veut atteindre à l'horizon 2018 un taux d'électrification rurale de 30%. Dans ce domaine, le pays a enregistré des avancées significatives. En 2015, plus de 2500 villages ont été électrifiés, alors qu'en 2012, seulement 1600 localités étaient dotées de l'énergie électrique. Des alternatives en termes d'énergie renouvelable sont également à l'étude. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Le Sénégal veut développer l'électrification rurale. Le pays est passé de 1648 villages électrifiés en 2012 à 2840 villages à la fin de l'année 2015, soit une progression de 72%. Cette progression résulte de la mise en œuvre concomitante de 6 concessions d'électrification rurale d'un montant d'un peu plus de 62 milliards de francs CFA, dont 49% mobilisés par les opérateurs privés, des projets d'électrification rurale d'initiative locale et du programme d'urgence d'électrification rurale. Le taux d'électrification rurale du pays est passé de 7% en 2000 à 31,5% en 2015. Cependant, ce taux reste en deçà de l'objectif fixé par la CEDEAO dans son livre blanc consacré à la politique régionale en matière d'accès aux services électriques. Avec ce pourcentage, le Sénégal rate de 4,5 points l'objectif de l'organisation régionale qui était d'atteindre dans chaque pays en 2015 un taux d'électrification rurale de 36%. Ce bilan est jugé tout de même positif par les acteurs. Et le bilan qu'on peut faire, c'est que l'État, avec ses partenaires, est intervenu de façon vraiment intensive en amenant les moyens qu'il faut, mais également les technologies qu'il faut. Et aujourd'hui, quand on regarde le bilan du solaire photovoltaïque, par exemple, dans l'éducation rurale aujourd'hui au Sénégal, c'est un bilan qui a connu un saut vraiment très rapide. Le Sénégal connaît une disparité dans l'accès à l'électricité en milieu rural qui ne dépasserait pas 5% dans certains départements. Les ruraux représentaient 54% de la population, soit 7,5 millions de personnes. Par conséquent, plus de 5 millions de ruraux n'ont toujours pas accès à l'électricité. Pour résorber ce gap, un programme d'urgence d'électrification rurale évalué à 100 milliards de francs CFA a été mis en œuvre dans l'objectif d'atteindre un taux de 60% de couverture en milieu rural. 2200 nouveaux villages sont concernés par ce programme. Il ambitionne de corriger ce déséquilibre pour atteindre un taux d'électrification minimum de 30% pour chaque département dans le court terme. L'accès des citoyens à l'électricité est une demande sociale très forte. Et ensuite, l'État, dans sa politique d'équité, doit veiller à ce que le service électrique soit disponible partout dans le territoire sénégalais. Quand on a eu à faire le diagnostic, on a rendu compte qu'il y avait des disparités énormes entre les différents départements du Sénégal. Pendant que certains avaient des taux qui dépassaient 40%, voire 60%, certains départements, la plupart, affichaient des taux inférieurs à 10%, c'est-à-dire plus de 17 départements au niveau du Sénégal sur les 40 et quelques, affichaient des taux inférieurs à 10%. Donc on avait des taux de l'ordre de 5%, 4% dans certains départements. Et c'est pourquoi l'État a défini une politique très ambitieuse pour aller dans les différentes régions du Sénégal, dans les différents départements du Sénégal, pour que les citoyens puissent accéder à l'électricité. Dans certaines localités du pays, le biogaz constitue une alternative. Cette source d'énergie issue de bouse de vache est utilisée par les ménages pour la cuisson et l'éclairage. Le biogaz peut jouer un rôle primordial, surtout dans le monde rural où aujourd'hui la question de l'électrification est extrêmement importante. Aujourd'hui, si vous allez dans le monde rural, les ménages qui disposent de biodigesteurs peuvent, au-delà de la cuisson qui permet de cuire et d'alléger surtout les tâches des travaux pour les femmes, elle permet également d'éclairer. Parce qu'aujourd'hui, pour une source de biogaz, vous avez une source lumineuse qui permet d'éclairer un peu la cuisine et ça peut être utilisé comme source énergétique.
Cet acquis parmi tant d'autres est réussi grâce au cadre réglementaire mis en place par le Sénégal. La commission de régulation du secteur de l'électricité s'est vue confier la supervision du marché et la fixation des tarifs, tandis que l'Agence sénégalaise d'électrification rurale s'est chargée de la mise en œuvre du programme d'électrification. Le Fonds d'électrification rurale, lui, centralise les financements destinés à ces projets. Cette organisation a permis au pays d'électrifier plusieurs localités du pays. En 1998, l'État du Sénégal a réalisé des réformes profondes au niveau du secteur de l'électricité. D'abord en créant une commission de régulation du secteur de l'électricité et en ayant une agence dédiée spécifiquement à l'électrification rurale. C'est cette agence, sur la base d'une stratégie de partenariat public-privé, qui a permis de lancer les opérations d'électrification d'envergure, mais également de susciter la confiance des bailleurs de fonds qui accompagnent le projet d'électrification rurale au Sénégal. Ces bailleurs de fonds sont la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, entre autres. Grâce à ces partenaires, le Sénégal ambitionne une couverture de 60% d'ici à fin 2017, conformément aux recommandations du système des Nations Unies. Le pays s'est fixé l'objectif d'atteindre en 2017 l'accès universel à l'électricité au lieu de 2030. Pour ce faire, l'État du Sénégal compte mettre en œuvre ses potentialités énergétiques dans le contexte d'importantes découvertes de pétrole et de gaz, avec une politique énergétique basée sur l'inclusion sociale et une politique de compétitivité en termes de coûts et d'efficacité des installations. D'ailleurs, l'Agence nationale des énergies renouvelables vient en appoint dans ce programme d'électrification rurale. On est intervenu sur un nombre substantiel de villages, aussi, surtout qu'on se concentre sur les villages très isolés, souvent vers les zones frontalières, difficiles d'accès. Et on en a sélectionné une bonne quarantaine, voire une cinquantaine, où on a électrifié par exemple des cases des tout-petits. C'est là où ils font les enseignements pour les tout-petits, les postes de santé. Par exemple, on a également électrifié les postes frontières au niveau du sud, mais aussi, par exemple, le parc de Nyokolokoba et le parc de Djoudj, qui ne disposaient pas d'électricité, maintenant sont électrifiés grâce aux applications solaires. Si on se fie aux efforts qui ont été consentis et les ressources qui ont été mobilisées, nous pensons que ce taux peut être réalisé. D'une part, l'État du Sénégal, dans le cadre du programme national d'urgence d'électrification rurale, a défini un programme très ambitieux qui permet de réaliser près de 1050 km de lignes moyenne tension à travers le Sénégal et d'électrifier en partant près de 510 localités. À côté de ce programme, il y a le PUDC, le programme d'urgence d'électrification rurale, qui a reçu d'importants moyens de l'ordre de 45 milliards pour également participer à la réalisation des opérations d'électrification rurale. L'électrification rurale est devenue aujourd'hui une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Pour ce faire, le pays, à travers l'Agence nationale d'électrification rurale, compte fortement sur le financement privé. La nouvelle politique de l'État en matière d'énergie solaire peut également contribuer à l'atteinte de cet objectif. La mise en service de la centrale solaire de Malicounda à Mbour et celle de Bokol à Dagana permet aujourd'hui à près de 200 000 personnes du monde rural d'accéder à l'électricité. Alfred, quelles sont les principales difficultés qui se posent aujourd'hui pour électrifier les zones rurales en Afrique? Parce qu'on voit les progrès et en même temps, on a l'impression que le processus reste très lent. D'abord, ce sont l'absence des politiques, de vision justement de cette nécessité d'électrification des campagnes, des zones rurales. On a hérité des systèmes d'électricité de l'époque coloniale, mais qui étaient centrés autour des grandes métropoles, des grandes villes, et on est resté sur ce modèle-là, créant de facto la rupture en termes d'électricité avec les campagnes. À cette absence, il manque la mobilisation des moyens pour justement faire réaliser cette électrification. Est-ce que les sociétés nationales d'électricité aujourd'hui, elles sont en mauvaise santé, on peut dire? Aujourd'hui, oui, on peut dire que dans la plupart des pays n'ont pas réalisé les objectifs qui leur étaient assignés parce que n'ont pas mis en place des politiques d'abord
de renouvellement des équipements, d'extension de ces équipements, et puis de politique de distribution juste et équitable, déjà au niveau des villes, et enfin le système de tarification des paiements justement de l'électricité. Il y a une faillite générale à ce niveau-là, qui fait qu'il y a tous les délestages que l'on connaît dans la plupart des pays africains. Mais c'est vraiment le manque de programmation, le manque de vision politique pour dire mais l'électricité est une nécessité de développement. Et parce que pas seulement pour les villages, mais pour les entreprises, pour l'industrie, etc. Il y a cette nécessité-là. Et puis, il y a un autre facteur important, je crois, le renouvellement de l'habitat. On le voit dans les images ici, mais enfin, bon, électrifier des cases avec des câbles et des choses comme ça, c'est problématique. Donc, il faut déjà faire un travail sur un habitat digne de ce nom qui pourrait justement recevoir cette électricité-là. Donc, ça fait toute une série de choses comme ça qui montrent cette absence-là de vision. Mais pas seulement au niveau des États, même au niveau du continent, même si le NEPAD est arrivé plus tard aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est dommage que dans le reportage, on ne voit pas la question de l'interconnexion électrique et puis de ce plan électricité pour tout le monde en Afrique occidentale ou dans le reste de l'Afrique. Voilà, on a très peu de moyens d'abord au niveau local, mais il faut envisager aussi par rapport justement à cette interconnexion électrique au niveau régional. Alors Malik, il y a plusieurs modèles qui se présentent à un pays comme le Sénégal qui veut électrifier ses zones rurales. Il y a l'extension du réseau électrique de la ville jusqu'au milieu rural. Il y a l'électrification décentralisée, c'est-à-dire les groupes électrogènes. Et maintenant, il y a aussi les énergies renouvelables. Alors, quelle solution est la plus probable pour un pays comme le Sénégal ? Alors c'est vrai que la mode est de dire que les énergies renouvelables, c'est l'avenir de l'Afrique et des pays africains pour permettre justement une sécurité énergétique. Alors je dirais bien sûr, ce sont des axes, plusieurs axes sont possibles, notamment les énergies renouvelables. Mais quand on fait par exemple une centrale solaire, ce qui est le cas au Sénégal, une très grande centrale solaire qui est la plus grande d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on a pensé derrière, je dirais, à une certaine industrie? Parce que les panneaux solaires, c'est 20 ans. C'est ce qu'on disait l'autre jour aussi, c'est 20 ans, mais derrière, il faut aussi un processus d'industrialisation qui permette justement de fabriquer d'autres panneaux solaires qui pourront justement succéder à ceux qui sont là actuellement. Et il y a aussi le volet de la formation. Est-ce qu'on a aujourd'hui les techniciens qui pourront justement, je dirais, s'occuper de ces centrales solaires? Donc Comme on le voit au Maroc avec Nour 1 et puis après... Et Nour 2. Puis, alors, on a les compétences en Afrique, je ne doute pas de ça, mais le problème c'est que c'est souvent des financements extérieurs qui permettent la réalisation de ce type d'infrastructure parce que c'est coûteux. Alors, une chose, Alfred a très bien résumé la situation, c'est que l'État ne dépensera jamais assez pour l'électricité. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne cherche pas la rentabilité via l'électricité. On ne doit pas être dans cette perspective-là de vendre de l'électricité et derrière acquérir justement un bien ou un bénéfice pour l'État. Pourquoi? Parce que le bénéfice, il est autre. Le bénéfice, c'est le développement, c'est la sécurité d'un pays, c'est le développement économique. Là, c'est là le bénéfice. Et les gouvernements ont je dirais, ils sont omnubilés souvent par la nécessité du coût, de voir le coût de l'électricité pour voir si c'est pas trop cher, si finalement la consommation ne va pas être trop importante. Il faut pas regarder tous ces aspects-là. Je pense qu'il faut faire très attention. Et puis si on, justement, développer ces volets-là de l'interconnexion et une plus grande coopération régionale, on évitera surtout ces problèmes de coûts dans l'électricité. Francis Laloupo, alors justement l'absence d'électricité, on va parler un peu du côté social, c'est aussi un facteur de pauvreté. Tout à fait, parce que ce que je viens d'entendre est tout à fait important, parce qu'il ne faut pas avoir une approche marchande de l'électricité. C'est le principal enjeu, le principal défi de ce siècle, de ce début de siècle. Et c'est vrai que cet enjeu est à la fois économique, social et aussi politique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les pays africains vont s'efforcer d'avoir la maîtrise de cet enjeu, ou vont-ils déléguer la gestion de cet enjeu à des acteurs extérieurs? Je pense que c'est la question centrale qui se pose aujourd'hui, parce que la question de l'électrification de l'Afrique est en train, je dirais, d'agiter beaucoup de monde à travers la planète. C'est devenu aujourd'hui, je dirais, le principal business au fond aujourd'hui. Tout le monde se rue, c'est la ruée vers l'Afrique pour l'électrification. Il serait temps effectivement que les pays africains, je dirais, prennent en charge cet enjeu, parce qu'il en va tout simplement de la souveraineté
de ces pays-là. Mais est-ce qu'ils en ont les moyens de les prendre en charge? Pardon? Est-ce qu'ils en ont les moyens de les prendre en charge seuls? C'est une question de volonté politique. C'est une question de vision, de volonté politique. Il faut affirmer très fortement, parce que relever ce défi, c'est aussi garantir non seulement la souveraineté énergétique, mais la souveraineté tout court. Et cet enjeu-là, de ce point de vue, est révolutionnaire. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Gabon, le gouvernement a réagi au rapport des observateurs électoraux de l'Union européenne. Le gouvernement se dit étonné de l'insistance à révéler les anomalies dans le scrutin du 27 août qui a conduit à la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Le rapport met notamment en cause les résultats dans la province du Haut-Ogooué où le chef de l'État a obtenu 95% des voix. Et à Madagascar, le projet de loi sur la réconciliation nationale a été adopté massivement mardi 13 décembre à l'Assemblée nationale avec 87 voix pour et 19 contre. Une loi qui était très attendue, mais dans les rangs de l'opposition, on estime que le texte permet à l'exécutif de mettre hors course les deux principaux challengers pour l'élection présidentielle de 2018. Nous allons marquer de nouvelles pauses. À l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.